L'Europe a présenté sa propre contre-proposition en 28 points, et celle-ci contient parfois de grandes divergences, mais aussi 3 grosses surprises. Certaines positives, d'autres négatives. Examinons tout cela en détail, d'autant plus que même Poutine y a réagi vivement. C'est parti. Commençons directement par le plan de paix en 28 points de l'UE. Et je ne vais pas aborder chaque point individuellement, mais seulement les plus grandes différences par rapport au plan américain. Les autres sont presque entièrement identiques, donc je les laisserai de côté car vous les connaissez déjà. Le portail d'information Reuters a écrit ce qui suit, texte complet de la contre-proposition européenne au plan de paix américain pour l'Ukraine. Et nous pouvons écarter immédiatement le point 1, puisqu'il est identique mot pour mot. Point 2. Un accord global de non-agression serait conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN. Toutes les ambiguïtés des 30 dernières années seraient ainsi éliminées. Et là, nous avons immédiatement la première grande surprise que je considère même comme positive. Les Américains, eux, ne voulaient établir qu'un pacte de non-agression entre l'Europe, la Russie et l'Ukraine. Mais l'UE veut faire entrer toute l'OTAN dans cet accord, ce qui ferme évidemment la petite porte de sortie, dont les États-Unis auraient autrement pu profiter pour s'en exclure. 6e point. La force militaire ukrainienne serait limitée en temps de paix à 800 000, 1 000 000 de soldats. Et ce point laisse entendre que l'Ukraine pourrait même obtenir 200 000 soldats de plus que ce que le plan américain lui accordait. Et puisque l'Ukraine affirme constamment disposer actuellement de 850 000 soldats, elle n'aurait en réalité à renoncer à aucune capacité militaire. Ajoutez à cela qu'il faut replacer ce chiffre dans le contexte allemand. L'Ukraine n'a que la moitié de la population de l'Allemagne, mais une armée 4 fois plus grande. Et cela montre clairement que l'Ukraine est destinée à continuer de servir de tampon sécuritaire actif face à la Russie. 7e, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN dépend du consensus des membres de l'Alliance Consensus qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et c'est une différence majeure car le plan américain lui stipulait noir sur blanc que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN devait être interdite et même inscrite dans sa constitution. Mais l'Europe veut garder cette possibilité ouverte, tout en sachant parfaitement que c'est un point extrêmement sensible pour Poutine. 8e, l'OTAN s'engage à ne pas stationner en permanence des troupes placées sous son commandement en Ukraine durant les périodes de paix. Et ce point est radicalement différent car le plan américain lui affirme clairement qu'aucune troupe de l'OTAN ne doit jamais être présente en Ukraine sous aucune circonstance. L'UE, en revanche, ne parle ici que du temps de paix. Cela signifie qu'en cas de guerre, on pourrait tout à fait envoyer des troupes. Et c'est là une préparation militaire tout à fait évidente. On se ménage une excuse morale pour déployer ses propres forces si la situation dégénère, puisque on pourra alors dire que c'est Poutine qui a violé l'accord et que l'on a donc le droit de répondre militairement. 10e point, une garantie américaine équivalente à l'article 5. Et ici aussi, ce point a été durci car d'un côté, on affirme que les États-Unis devraient désormais offrir des garanties de type article 5, des garanties peut-être même plus strictes que ce que les Américains avaient eux-mêmes envisagé. Et c'est pourquoi je suis très curieux de voir si les États-Unis accepteront réellement d'aller aussi loin ou si en vérité, ils n'avaient jamais eu l'intention d'offrir de telles assurances de sécurité. Point suivant. L'Ukraine est considérée comme qualifiée pour une adhésion à l'Union européenne et obtient pendant l'examen de sa candidature un accès privilégié et temporaire au marché européen. Et ce point est franchement mesquin. Je veux dire, pourquoi l'Ukraine devrait-elle pouvoir profiter des avantages de l'UE alors qu'elle n'a même pas encore passé l'évaluation d'adhésion? On parle certes d'un accès préférentiel de courte durée, mais connaissant l'Europe,
ce temporaire finira par s'étirer à l'infini. On connaît bien la tactique dilatoire de notre fameuse troupe de bras cassés. Point suivant. La Russie doit être réintégrée progressivement dans l'économie mondiale. La levée des sanctions serait discutée et décidée étape par étape au cas par cas. Et ce point aussi est lamentable parce que, d'un côté, on exige de la Russie une coopération immédiate et totale, l'arrêt complet de la guerre, mais de l'autre, on ne veut lever les sanctions que lentement. Et surtout, cela nuirait totalement à l'Europe elle-même, puisque les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils lèveraient immédiatement toutes leurs sanctions, qu'ils reprendraient leurs échanges avec la Russie et qu'ils bénéficieraient à nouveau de matières premières bon marché, alors que nous, Européens, serions censés ne pas le faire. Une absurdité totale, l'Ukraine sera entièrement reconstruite et indemnisée financièrement, notamment grâce aux avoirs d'État russes qui resteront gelés jusqu'à ce que l'Ukraine soit pleinement dédommagée par la Russie. Et d'un côté, cette modification est positive car elle supprime les 100 milliards d'euros supplémentaires que l'Europe devait payer dans le plan américain. Mais de l'autre, c'est évidemment problématique car cela revient à confisquer définitivement les 150 milliards d'avoirs russes gelés en disant « vous devez obligatoirement les utiliser pour la reconstruction, sinon vous ne reverrez jamais cet argent ». Et je ne pense pas une seconde que Poutine acceptera cela. Avec la participation des États-Unis, de l'Ukraine, de la Russie et des États européens, une structure de sécurité commune sera mise en place afin de promouvoir et de faire appliquer l'ensemble des dispositions de cet accord. Et là, c'est le grand classique, les Ukrainiens et les Européens devraient avoir leur mot à dire alors qu'ils n'ont absolument rien accompli eux-mêmes, à part attiser constamment le conflit. C'est d'un ridicule sans fin, l'Ukraine adoptera les règles de l'UE concernant la tolérance religieuse et la protection des minorités linguistiques. Et là, nous assistons à la deuxième grande surprise, car dans la version américaine, ce point était explicitement conçu dans l'objectif de la dénazification de l'Ukraine. Et dans la version européenne, cet aspect est complètement supprimé. Et c'est franchement hallucinant. Pour l'UE, il ne devrait donc pas y avoir de dénazification en Ukraine, et c'est de l'hypocrisie pure. Contre nous, les Allemands, on brandit constamment la massue nazie, mais en Ukraine, cela devrait être toléré. C'est tout simplement pitoyable. Territoire. L'Ukraine s'engage à ne pas reconquérir par des moyens militaires les zones de souveraineté qu'elle a perdues. Des négociations sur des échanges de territoires commenceront le long de la ligne de contact. Et là, nous avons la troisième grande modification et surprise, car l'Ukraine ne doit céder aucun territoire supplémentaire. Tout doit rester comme c'est actuellement. La version américaine exigeait pourtant que l'Ukraine cède l'intégralité du Donbass à la Russie, y compris les zones que Kiev contrôle encore et où elle maintient des combats et des troupes. En outre, aucune cession de territoire ne doit être fixée à l'avance. Les discussions sur d'éventuels échanges n'auront lieu qu'après les négociations de paix. L'Ukraine organisera des élections dès que possible, après la signature de l'accord de paix. Et ici, on a tout simplement supprimé les 100 jours prévus dans le plan américain pour la tenue du scrutin. Selon le plan européen, l'Ukraine pourrait donc aussi bien organiser les élections dans 3 ans que dans 10 ans à n'importe quel moment où ce dès que possible lui conviendra. Et nous connaissons tous Zelensky, il s'accroche à son siège comme pas un. Des mesures seront prises pour atténuer la souffrance des victimes du conflit. Et ce point est totalement différent de ce que prévoit la version américaine. En effet, la version US inclut une amnistie pour tous les participants à la guerre, et cet élément disparaît complètement du plan européen. Visiblement, l'UE veut se garder une petite porte ouverte pour pouvoir punir les Russes, même après la fin du conflit, et continuer à poursuivre Poutine.
Bien sûr, cela vaudrait aussi pour tous les Ukrainiens corrompus. Comme vous le voyez, un tiers des points est resté à peu près inchangé. Pour un autre tiers, il y a eu de légères modifications, et pour le reste, on trouve même des différences moyennes ou importantes. Et bien sûr, la Russie s'est déjà exprimée à propos de ce plan. La journaliste de CBS, Margaret Brennan, a écrit ce qui suit sur Twitter. Un responsable américain m'a confié que Vladimir Poutine serait apparemment convaincu de pouvoir prendre la région du Donbass en Ukraine d'une manière ou d'une autre, soit par la négociation, soit par des moyens militaires. Les négociations de Trump Tower et de Genève partent du principe que Poutine a raison et s'appuie sur les avancées russes dans la ville frontalière ukrainienne de Rogowsk, un important centre logistique en Ukraine. Et cela, naturellement, irait plutôt dans le sens du plan américain et contre celui de l'UE. D'où la grande question, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que cette contre-proposition européenne ait réellement un quelconque effet? Avec 1 signifiant qu'elle ne changera rien du tout et 10 qu'elle serait entièrement mise en œuvre. N'hésitez pas à me donner votre note dans les commentaires sous la vidéo.